Qui sont-ils? Quelles sont leurs attentes et les enjeux dans leur statut de collaborateur? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisa Fogiel, avocate pénaliste, sur le podcast de Collaborator de Neria. Dotée d'une formation internationale en droit pénal, elle s'est illustrée lors de concours d'éloquence à l'étranger avant de poursuivre un LLM en partenariat avec la Cour pénale internationale. Une trajectoire marquée par l'évidence de sa vocation. Issue d'une histoire familiale qui l'a sensibilisée à la justice, passionnée par l'histoire et portée par une conviction inébranlable, Elisa savait qu'elle deviendrait avocate en droit pénal. Au fil de nos échanges, nous avons abordé son parcours, les multiples facettes du droit pénal, pénal général, international et pénal des affaires, ainsi que son regard sur la place des femmes dans le milieu pénaliste encore très masculin. Nous avons également évoqué des sujets essentiels pour les jeunes avocats et collaborateurs, la construction rapide d'une clientèle personnelle, l'évaluation de sa valeur sur le marché ou encore l'identification des red flags en entretien. Bienvenue dans cet épisode que vous écouterez avec autant d'attention et de plaisir, je l'espère, que j'en ai eu à l'enregistrer et autant de passion qu'Elisa en a eu pour le métier. Bonne écoute! Bonjour Elisa, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast. Bonjour Eva, merci de me recevoir. Avec plaisir, ça fait des années, des mois, des années que je tanne Elisa pour venir. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Déjà Elisa, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocate ? Waouh. Alors, c'est une question, j'aurais aimé avoir une réponse peut-être un peu moins intense. Mais si je suis honnête avec toi, je pense que j'ai voulu être avocate du fait de mon histoire familiale. Donc moi, une grande partie de ma famille a été déportée durant la Shoah. Et c'est pour ça que j'ai fait un cursus à la fois en droit et en histoire. L'histoire pour comprendre cette période historique et le droit pour vraiment comprendre ce processus législatif qui a permis ces déportations durant cette période. Et je pense qu'en fait, mon histoire familiale a conditionné beaucoup de mes choix, donc notamment mon choix de carrière, mais aussi des choix quand j'étais étudiante. Par exemple, je me suis inscrite à un concours. On était la première équipe française qui est le concours de Nuremberg. Donc c'est un concours de plaidoirie en droit pénal international dans l'ancien tribunal de Nuremberg. Donc là où ont été jugés les plus hauts dignitaires nazis. Et je pense voilà d'où vient cette vocation. C'est de mon histoire familiale. Ok, mais du coup, histoire familiale, tu te dis tu veux comprendre donc droit histoire en début de cursus et tu te dis directement je vais devenir avocate et je veux devenir avocate en droit pénal parce qu'en fait il y a plein d'orientations possibles pour comprendre son histoire et pour l'intégrer dans sa vie professionnelle. À quel moment tu te dis je vais être avocate en droit pénal et après en plus on y reviendra mais tu fais du droit pénal international donc ça rajoute on n'avait pas eu l'occasion d'en parler sur ce podcast mais ça rajoute une brique un peu différente au droit pénal dans ta profession quoi. Alors, le moment exact, je pourrais pas te dire exactement, mais je sais que tu vois, mon père regardait beaucoup de documentaires, notamment sur les procès de Nuremberg, et c'est en regardant des avocats s'exprimer dans des salles d'audience. Pour moi, vraiment, la salle d'audience, c'est une pièce de théâtre avec des enjeux tellement importants que je me suis dit, en fait, je veux revêtir ce rôle, je veux porter cette robe, j'ai envie d'être dans ces salles d'audience, et après, j'en ai fait découvert bien plus tard la dimension technique du droit qu'on retrouve en pénal des affaires, notamment en pénal international. Mais donc voilà, c'est un peu venu au fur et à mesure de l'eau par mon histoire familiale et par ce que j'avais pu voir notamment à la télévision, assez paradoxal que c'est. Et derrière, tu as eu un parcours qui est assez international, donc tu le disais là, avec ce concours qui était un peu précurseur du coup pour une équipe française. Derrière, tu as fait un LLM aussi à l'étranger. Comment on tombe là-dessus ? Pourquoi ? À quel moment justement t'induis cette partie internationale dans ton cursus ? Et ça a quoi comme impact dans le type de dossier, je sais pas, que tu vas traiter dans tes premiers stages et aujourd'hui dans ta collaboration ?
Alors en fait, moi j'ai toujours été très intéressée par l'étranger, par les autres systèmes juridiques que le nôtre. En effet, on commence sa licence de droit, son master, on découvre surtout en fait le système franco-français. Et je me suis toujours demandé ce qui se faisait à l'extérieur, dans nos États européens, mais aussi tout ce qui est en lien avec les cours internationales. Et j'ai découvert par vraiment un concours de circonstances ce LLM aux Pays-Bas qui était en partenariat avec la Cour pénale internationale, donc avec la possibilité de travailler sur des dossiers à la CPI. Et lorsque j'en ai entendu parler tout de suite, de manière assez spontanée, je me suis dit, il faut que je candidate et il faut que j'y aille. Et alors, donc, en effet, j'ai été acceptée. Et c'était très intéressant de pouvoir travailler sur ces dossiers qui, en fait, ont une ampleur... qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est pour ça, à terme, moi, j'aimerais véritablement m'inscrire sur la liste des avocats à la CPI. Bon, pour le coup, je suis trop jeune parce qu'il faut 8 ans pour être avocat conseil à la CPI et 10 ans pour être véritablement avocat inscrit sur la liste de la CPI. Mais à terme, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et je pense sur les dossiers aujourd'hui que je traite. Voilà, par exemple, ce matin, je travaille sur un dossier en lien avec l'Italie, toujours un contentieux pénal en France, mais qui avait des liens internationaux. Et je pense que ça m'a permis de découvrir d'autres systèmes, des systèmes juridiques que je peux utiliser aujourd'hui dans ma pratique au sein du cabinet dans lequel je suis collaboratrice. Ok, trop chouette. Et t'as fait beaucoup de stages t'as eu beaucoup d'expériences, enfin stage ou autre format, mais dans des cabinets d'avocats en droit pénal. Comment au départ on s'y prend en droit pénal pour trouver un cabinet? C'est quoi un peu les critères qu'on va aller rechercher? Qu'est-ce qu'on perçoit aussi en entretien auprès d'un associé? On parle très souvent, nous, des classements, tu vois, Légal 500, décideurs ou autres en droit des affaires. Ils sont hyper connus, reconnus et on ne voit que ça. J'imagine qu'en droit pénal, c'est peut-être un peu différent. Alors déjà sur la qualité de stagiaire, moi il y avait un running gag parmi mes amis qui était que j'étais la perpétuelle stagiaire parce que c'est vrai que j'ai fait un nombre de stages mais affolant, mais en même temps très utile parce qu'en fait au moment de chercher une collaboration, je savais véritablement ce que je voulais parce que j'avais eu l'occasion de découvrir beaucoup de cabinets, des toutes petites structures, des structures un peu plus grosses. Alors après oui, sur la recherche, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Comment est-ce qu'on cherche un cabinet de droit pénal? En fait, je pense que ça dépend du niveau. Moi, comme j'ai commencé à faire des stages très tôt, assez jeune, au début, j'allais vraiment là où j'étais acceptée. Donc, je candidatais, mais de manière acharnée. Je pense que j'étais très habituée au refus, parce qu'en fait, en effet, quand en L2, on candidate, on a fait un semestre de droit pénal, les cabinets, on n'est pas forcément la cible de ces cabinets. Mais bon, au final, il y a un cabinet qui est là, qui est prêt à donner sa chance, même à des très jeunes. Et c'est pour ça que j'incite vraiment tout le monde à candidater le plus tôt possible. Et ensuite, c'était les classements. Les classements, il y en a quand même aussi en pénal, notamment en pénal des affaires. Et après, il y a aussi cette dimension qui est le bouche à oreille, parce que le milieu pénal des affaires parisien reste quand même un milieu qui n'est pas très grand. Donc, on sait les cabinets qui sont assez prestigieux, qui ont des dossiers intéressants. Et en fait, le bouche à oreille fait beaucoup en droit pénal. Ok, donc ouais, d'autant plus, cela dit, je pense que dans chacune des matières, tu as un petit peu ça, mais vous devez peut-être être un peu... C'est des cabinets plus petits en taille, ou en tout cas des équipes plus petites, et donc un associé va parler à un autre, etc. Et donc ça se fait comme ça. On a discuté juste avant d'enregistrer, tu me parlais de la relation qui est encore plus complexe peut-être, d'être une avocate en droit pénal et d'être une avocate associée en droit pénal. Il y en a peu encore aujourd'hui qui sortent du lot. Pourquoi ? Pourquoi? Malheureusement, j'ai pas la réponse. Après, c'est vrai que tu vois, très jeune, moi je me souviens en M1 d'un chargé de TD, donc c'était un chargé de TD en droit pénal. Alors moi je lui avais tout de suite dit d'entrée de jeu, moi je veux faire du pénal, mais dans tous les sens du terme, donc pénal des affaires, du pénal international aussi. Et il m'avait dit, ah oui, mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, le pénal c'est pas forcément pour les femmes. Ce que j'avais trouvé vraiment nul comme réflexion, enfin dire ça à, tu sais, une étudiante pleine d'ambition, ma carrière n'avait pas vraiment commencé. Donc oui, en effet, c'est quelque chose qui est toujours prégnant aujourd'hui. Après, moi, j'ai la chance d'être dans un cabinet, comme tu le disais, où la principale associée, enfin l'une des principales associées, est une femme avec énormément de dossiers, qui a été classée parmi les 40 avocats du CAC 40. Non, pardon, les 20 avocats, pardon. Il me semble que c'est ça, du CAC 40. Et qui...
en effet, gère son cabinet à la fois avec beaucoup de rigueur et des certaines attentes, mais aussi beaucoup de bienveillance. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un modèle au sein de son cabinet pour savoir comment évoluer, comment on gère sa clientèle, les dossiers, avec une masse de dossiers qui est en effet assez conséquente. Et comment, justement, tu vois, tu me dis, en même temps, elle est rigoureuse dans l'excellence et peut-être stricte avec ses collaborateurs et en même temps bienveillant. Toi, tu as 1 an et demi de collaboration, plus ou moins, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on attend au bout de 1 an et demi de son associé ou d'avocat plus senior dans un cabinet? Est-ce que justement c'est cette rigidité pour être formé sur le fond et ou sur la forme? On veut de la liberté sur le traitement des dossiers. Qu'est-ce qu'on demande? Et sûrement les choses ont évolué depuis quelques mois et dans 5 ans tu demanderas autre chose, mais là aujourd'hui c'est quoi un peu la formation demandée? Je pense que tu as évoqué, les deux extrêmes sont vrais. C'est à la fois de l'accompagnement et de la liberté. Être accompagné parce que c'est des dossiers qui ont une certaine envergure. Moi, j'ai pas travaillé sur un dossier qui est un petit dossier. Il y a souvent ce sont des longs dossiers avec des gros enjeux. Et à la fois de la liberté. Et dans le cabinet dans lequel je suis, vraiment, je sens cette liberté parce qu'en fait, j'ai beaucoup notamment d'audiences aux provinces où je vais seule pour plaider les dossiers au nom du cabinet. Et avec toujours la possibilité de proposer des choses, d'être à l'initiative de certaines défenses, etc. etc. Donc c'est un combo qui est difficile à manier, mais c'est encadrement et liberté qui ne sont pas forcément des propos antagoniques, mais qui peuvent aller de pair. Et comment t'as envisagé ça au départ? C'est-à-dire qu'en entretien de tes expériences, t'es arrivé en disant moi je veux faire ça de cette manière-là. Est-ce que c'est elle qui est venue proposer? Est-ce qu'en fait non, ça c'est juste fait naturellement? Enfin, comment on arrive à créer ce dialogue pour avoir un peu et l'accompagnement et la liberté qu'on veut, quoi, parce que chacun est un peu différent et j'imagine que les autres collabs n'ont pas forcément les mêmes envies que toi sur ça. Après, pour le coup, moi, j'avais quand même pas mal discuté avec les collabs avant même de candidater pour savoir ce qu'il en était. J'avais pas forcément conscience de cet équilibre, à quel point je le souhaitais, etc. Moi, je voulais des dossiers un peu techniques, je voulais des audiences pour pouvoir en effet plaider. Mais après, je pense que c'est un équilibre qui se crée au fil de l'eau. Avec, en effet, toujours dans la discussion, comme partout, la communication aide beaucoup. Et ouais, c'est clair. Et justement, pas que sur les collabs. Est-ce que, justement, avec tous tes stages et le fait que tu aies postulé dans plein de cabinets, que tu le disais, eu affaire à plein de refus, mais j'imagine que toi aussi, tu as dû en refuser. C'était quoi un peu les red flags où tu te dis, attends, là, ça sent mauvais, j'y vais pas, ou je mets un pied et en fait, je vais vite en partir avant d'être complètement lié et dans la sauce, quoi. Alors après, il y a déjà quelque chose en pénal des affaires qu'il y a peut-être moins ailleurs, c'est la question de la rétrocession. Et en effet, moi, initialement, avant de commencer, j'avais du mal à savoir exactement ce que je voulais demander. Et il y avait des cabinets qui proposent le tarif de l'ordre, ce qui est quand même assez dur en tant qu'avocat de vivre avec le tarif de l'ordre aujourd'hui. Pareil pour le tarif JA, même si on est quand même dans des plus hautes proportions. Donc après, moi, je me souviens d'être allée à un entretien où en fait, sur le papier, ça avait l'air très bien. L'associé m'a directement proposé le tarif de l'ordre et m'a dit, écoute, voilà, tu as jusqu'à la fin de la journée pour répondre. J'ai trouvé ça assez particulier dans le sens où généralement c'est un processus, on s'engage pas pour 1 mois ou 2 mais pour une collaboration, donc il faut quand même une adéquation sur les valeurs. Donc oui, ça c'est je pense principalement à cet entretien. Après il y a aussi le rythme de travail, parce qu'il y a 2 types de pénal. Il y a le pénal d'urgence, en fait on court à droite à gauche, en garde à vue, à la chambre d'instruction, en prison. Il y a le pénal des affaires qui est quand même plus lent dans le rythme, et il y a des cabinets qui font un peu des deux. Donc il y avait aussi cette question qu'il faut se poser, quel type de pénal on prétend, parce qu'en effet on a une offre qui est très vaste, mais avec une activité qui in fine sera très très différente. Ok. Non, mais hyper intéressant sur la rétro, justement, parce que tu as raison, en droit des affaires, déjà, il y a très peu, voire pas de cabinet qui propose en dessous du tarif FUGIA en première et en deuxième année. On a plein de références, tu vois, nous, sur le site de Neria, on avait fait un simulateur, mais il vaut pas pour le pénal, en réalité. Comment tu t'es renseigné, justement? Parce que j'imagine que les premiers entretiens, t'es presque à dire, ok, trop bien, on me paye, en fait. Mais non, on me paye ma juste valeur. Comment t'as réussi à dire, ok, ma valeur, à minima, c'est temps? En discutant avec des personnes déjà dans le métier, c'était vraiment que par la discussion.
Parce qu'en effet, je trouve que c'est une pratique, la rétrocession, il n'y a pas vraiment d'outils transparents, et c'est ce que tu mentionnes, ce qu'a fait Neria, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'ailleurs à ce propos. Mais en effet, j'avais des amis qui avaient déjà prêté serment, j'avais des amis qui avaient plus d'expérience, etc. Et donc c'est vraiment en me disant, voilà, combien ces personnes sont payées, combien en conséquence je peux demander. Et le deuxième point, quelqu'un qui veut qu'on réponde dans la journée, oui, je pense que c'est red flag absolu. C'est un peu inquiétant s'ils n'ont pas confiance sur le fait de pouvoir prendre 2 jours de réflexion, quoi. Même si le pénal est un peu dans l'urgence. Du coup, c'est quoi le pénal que tu fais ? Concrètement, c'est quoi tes dossiers, les matières, le type de clientèle que tu as, je sais pas, en ce moment c'est toujours des trucs, ça fait un peu journalistique, c'est sympa à entendre. Alors moi j'ai d'abord les dossiers du cabinet, après j'ai aussi des dossiers perso à côté. Au cabinet, il y a une activité qui est surtout du pénal des affaires, qui est assez technique, donc on est sur des faits de corruption qui peut être de la corruption interne mais aussi de la corruption internationale. C'est une clientèle qui est composée beaucoup de dirigeants et d'entreprises, pareil, nationales ou internationales. Il y a aussi toute une dimension pénale du travail, donc ce qui est relatif au ce qui est du harcèlement par exemple, qui est une branche très technique qui me plaît beaucoup. Et il y a aussi une composante pénale plus générale, mais qui est moindre. Donc ça peut être des braquages, par exemple. On en a beaucoup au cabinet. Et après, moi, de mon côté, j'essaie aussi de développer une clientèle perso, ce qui est aussi l'avantage. Il faut en effet choisir son cabinet avec... je pense que c'est une question qu'il faut se poser lorsqu'on candidate. Est-ce que ce cabinet va pouvoir me laisser le temps d'avoir des dossiers perso, et là j'ai beaucoup de dossiers de pénal général pour le coup, non pas du pénal des affaires, et tout à côté moi j'ai quand même à cœur de garder cette activité de pénal international, donc je suis inscrite dans une association qui s'appelle la Young International Criminal Lawyers, qui en fait organise pas mal de conférences, qui parle beaucoup de dossiers internationaux en pénal international, donc j'essaye de maintenir vraiment cette branche qui me tient à cœur. Et je sais qu'en pénal, on va directement, et c'est génial, développer du perso. Que ça soit, en fait... c'est peut-être plus simple d'aller chercher les premiers petits clients, je sais pas. On voit beaucoup, pas que chez les femmes, mais beaucoup, ce syndrome de l'imposteur, en droit des affaires notamment, où on attend 3, 4, 5 ans avant de développer, on se sent pas légitime. Je me suis toujours demandé pourquoi en pénal on n'a pas ce manque, et tant mieux, ce manque de légitimité-là. Pourquoi on arrive jour 1, voire même avant, parce que je sais que même avant, toi, t'étais déjà dans un process de développement. On n'a pas peur, on se dit qu'on y arrive. Est-ce que tu as un peu analysé ce truc-là ? Après, alors moi pour le coup je pense être une personne qui doute beaucoup. Je suis pas dans la certitude permanente, ou j'ai pas non plus un ego démesuré, loin de là. Mais c'est vrai que pour moi ça a souvent été de l'ordre de l'évidence en fait, que j'aurais ma clientèle, que j'allais me battre pour me constituer une clientèle importante. Après forcément là ça reste le début, mais j'ai en effet l'intention de pouvoir viser plusieurs classes sociales, avoir des dossiers de tout genre. Donc après sur la raison, malheureusement j'ai pas de réponse. Je trouve que c'est quelque chose d'assez instinctif, inné, de se dire voilà, là et en fait en discutant avec les collègues du cabinet, on est beaucoup sur cette démarche où on se dit on va se constituer une clientèle, et on pour avoir des dossiers qui nous correspondent aussi. Et quand t'as du mal, tu vas toquer à la porte de ton associé ? Oui, alors ça pour le coup je pense que je pourrais parfaitement aller les voir pour discuter d'un dossier perso, en soulevant X ou Y problématiques, pour solliciter leurs conseils, eux qui naturellement ont beaucoup plus d'expérience, et pour être guidés et accompagnés. Et sur des sujets de facturation, est-ce qu'on va les voir aussi ? Est-ce que, tu vois, on parlait tout à l'heure de la rétro, on ne sait pas trop comment se placer. Est-ce que sur les honoraires pour ta clientèle perso, pareil, c'est un apprentissage à avoir ? Est-ce que tu sais déjà la valeur que vaut ton travail ? Est-ce que tu as du mal à aller chercher ces honoraires ? Comment ? Ou peut-être que tu avais du mal au début et plus maintenant ? Ah non non, j'ai toujours du mal. En effet, vu que c'est un métier qui en plus on est en contact permanent avec des humains, qui sont parfois en situation de détresse, et ça peut être le dirigeant comme la personne incarcérée. Donc en effet, facturer des personnes, c'est quand même assez difficile. Est-ce qu'il faut choisir un forfait ? Est-ce qu'il faut choisir un taux horaire ? Et on a souvent cet instinct de compassion qui, je trouve, rend la facturation encore plus difficile. Mais pour le coup, tu parlais de syndrome de l'imposteur, et il faut aller au-delà et se dire je fais un travail qui est important, qui est conséquent, j'aide une personne dans une situation extrêmement difficile et je vais probablement l'en extraire, il faut que je facture à ma juste valeur. Donc oui, je pense pouvoir en parler aux associés. Après on en discute beaucoup entre collaborateurs sur nos différentes pratiques, mais en effet c'est pas toujours... le chemin est bien long, et bien long.
Ok. C'est quoi, c'est une question qui revient tout le temps sur le pénal, mais c'est quoi un peu tes limites? À quel moment, quel type de dossier tu prendrais pas? Pourquoi tu les prendrais pas? Je sais, en pénal, tout le monde mérite une défense et vous en parlez bien mieux que nous, et parfois ça peut nous paraître un peu lunaire, etc. Mais en réalité, on est dans un pays de droit, donc voilà, il n'y a pas de débat. C'est quoi, toi, ta ligne de conduite, ta politique, ta philosophie Alors en fait, tu vois, je pourrais pas te dire il y a telle catégorie de personnes que je refuserais de défendre ou X ou Y personnes. En fait, ça dépend vraiment des dossiers. Et pour l'instant, jusque-là, j'ai pas encore été confrontée à une personne où je me suis dit ah impossible, je ne pourrais pas prendre son dossier. Il faut que je fasse valoir ma clause de conscience. Ce dossier n'est pas pour moi. Donc pour l'instant, en fait, je peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été confrontée à cette situation. Je pense que c'est une limite qui est fluctuante, une limite qui dépend de son interlocuteur. Et tu sais un peu vers où? Parce qu'aujourd'hui, comment viennent tes dossiers perso? Est-ce que tu vas les chercher? Est-ce qu'ils viennent à toi? Et deuxième question en rapport, est-ce que tu sais un peu vers où toi tu veux orienter tu vois, ton segment, on va dire, d'activité à moyen ou long terme quand tu développeras plus évidemment ton perso? Alors d'où vient le perso? C'est beaucoup du bouche à oreille. Ou ça peut être du bouche à oreille de confrères qui vont dire ah bah voilà, moi je fais telle spécialité. Je te donne un exemple, une amie accompagnée de deux personnes lors d'une audition à la DGCCRF pour des questions de pratique commerciale trompeuse. Derrière, il peut avoir une pratique pénale, des questions pénales, et évidemment elle va les renvoyer vers moi en disant voilà, j'ai une amie qui gère l'aspect pénal, elle peut vous accompagner. Donc ça peut être du bouche à oreille tant des clients, mais aussi surtout de confrères qui ont ton nom en tête et qui peuvent te renvoyer des dossiers. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas de prospection, on va dire, de clientèle Ouais, pour l'instant, ça a été, en effet. Ouais, c'était. Et après, sur là où j'aimerais aller, moi, il y a en effet cette triple dimension du pénal des affaires, où j'adore la technicité de ces dossiers, j'adore leur envergure, le pénal commun, parce qu'en effet, on est plus en contact avec des personnes qui ont besoin d'une aide imminente. Et il y a aussi le pénal international, qui est une autre branche que j'aimerais développer à terme, qui pour l'instant reste assez... que je n'ai pas développé assez. Est-ce que c'est possible, à moyen ou long terme, de regarder ces trois branches? Parce que j'imagine que c'est ni le même type de dossier, ni la même... envergure financière, ni le même type de prospection, ni le même type de communication, si on parle de communication à terme de cabinet. Est-ce que tu as des exemples où ça a été le cas, ou au-delà des exemples, est-ce que tu ferais, toi, jurisprudence en créant un cabinet ou une pratique là-dessus? Alors pour le coup, des affaires pénales, oui, il y a plusieurs cabinets qui le font sans aucune difficulté. Le pénal international est peu développé en France, donc il y a en effet, j'ai des exemples de cabinets où c'est une matière qui est combinée aux autres branches de pénal, mais c'est une matière qui reste, qu'il faut encore plus découvrir et amener sur le territoire français, en Angleterre, des cabinets de pénal international, on en trouve beaucoup. En France, quand même moins. Donc oui, à mon sens, c'est des activités qui sont compatibles dans le sens où c'est des activités qui sont parfaitement compatibles, à mon sens. On verra où sera le cabinet Fogiel dans quelques années. Est-ce que ces expériences, tu vois, tu parlais tout à l'heure du concours de plaidoirie que tu as eu à l'étranger, ton LLM que tu as fait à la CPI, à Amsterdam en partenariat avec la CPI, est-ce que tout ça, alors là aujourd'hui tu nous dis que tu n'as pas une pratique internationale, en tout cas dans ton cabinet pas énorme pour l'instant, est-ce qu'il y a quand même le côté d'être allé voir à l'international ce qui se passait, des implications où t'as réussi, ça te permet d'avoir, je sais pas, un pas de recul sur ta pratique, ou même est-ce que ça t'a permis d'avoir une ouverture vis-à-vis des cabinets que t'aurais pas pu démarcher pour une collaboration ou des stages? Est-ce qu'il y a eu un intérêt, en fait, d'aller voir ailleurs pendant ces études? Parce que parfois, à la fac, de moins en moins, mais on nous dit toujours, on fait ses études en France, c'est pas bien d'aller faire un Erasmus ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as eu un impact positif de tout ça? Ah oui. Après, pour le coup, moi, au cabinet, on a quand même certains dossiers internationaux où, pour le coup, même le fait d'avoir vu d'autres droits, la common law notamment, s'avère extrêmement utile. Le fait aussi d'avoir pratiqué plusieurs langues, de savoir manier l'anglais, qui en fait
fondamentale dans les cabinets, dans beaucoup de cabinets aujourd'hui. Donc oui, si je le ressens déjà dans certains dossiers que je traite au cabinet aujourd'hui. Et après, en fait, cette expérience, même si je n'utilise pas le pénal international, même si aujourd'hui, en effet, j'ai pas une pratique démesurée, je sais qu'à long terme, j'en ferai bon usage. Et au contraire, jamais je n'aurais pu imaginer mon parcours autrement. Ok, hyper clair. C'est quoi c'est qui plutôt tes inspirations, entre guillemets, en avocat pénaliste ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il y a des implications autres, ou avocat ou avocate, où tu te dis, pas forcément je fais exactement le même parcours, mais sur tel aspect, je veux faire de la même chose, ou je veux avoir le même état d'esprit, ou je veux aller aux antipodes. Est-ce que tu as un petit peu des moteurs, ou personnes qui sont encore avocats aujourd'hui, ou qui ne le sont plus d'ailleurs, mais... Alors, malheureusement, moi, j'ai surtout en tête des personnes qui décédées. Après, dans mon cabinet, je suis inspirée tous les jours et je trouve que j'ai des bons modèles qui me permettent d'avancer et de progresser chaque jour en tant qu'avocate. Après, s'agissant d'autres personnes qui auraient pu m'inspirer, il y a bien sûr Hervé Temim. Donc, moi, j'ai fait mon stage final au sein de son cabinet à Marseille, puisqu'il a une branche marseillaise. Et il était venu plusieurs fois à Marseille pour suivre l'activité. Et en fait, ma période de stage final a coïncidé avec le moment de son décès. En effet, c'était une période extrêmement dure pour le cabinet, mais de ce que j'ai pu voir, et même évidemment tout ce que j'avais pu lire, voir à la télé sur lui, c'était un avocat qui, à mon sens, était pur. Qui avait une vocation noble, une plaidoirie aussi, une manière de plaider absolument exceptionnelle. Mais j'adorais l'écouter parler. Vraiment, je pouvais rester 2 heures à regarder, entendre Temim parler sur des émotions, quoi. Donc voilà, je pense que oui, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée, qui a peut-être renforcé cette vocation que j'avais. Après, il y a aussi, toujours très classique, mais les combats de Verdun Terre. Les combats de Verdun Terre, ces grands combats... et voilà la force qu'il a eue de pouvoir les porter. Ok. Ouais, donc c'est par les combats de la personne, donc là tu me cites Badinter, mais c'est aussi l'éloquence de certains avocats pénalistes. Moi, la question que je me pose justement là-dessus, c'est est-ce que l'éloquence aura sa place autant demain et même aujourd'hui qu'elle l'avait avant avec... on le sait, on disait, le pénal, il faut parler fort, il faut être imposant. On voit Dupond-Moretti, c'est un bon exemple de tout ça. Est-ce que le pénal, aujourd'hui, c'est encore ça ? Alors, je pense que la place de l'éloquence est toujours extrêmement prépondérante dans la pratique pénale. Mais après, on a justement cette vision qui est un peu archaïque où on se dit, quelqu'un d'éloquent, c'est forcément quelqu'un qui arrive, qui gueule avec sa voix de ténor. Je suis rentrée dans les clichés, là. Ah ouais, non mais non. Et tout le juré d'assises est absolument abasourdi par cette voix. Et justement, l'arrivée des femmes dans le milieu du pénal, dans le milieu des pénales affaires, on a généralement une voix qui porte un peu moins. Et pourtant, on plaide avec technicité et avec éloquence. Donc je pense que l'éloquence est déterminante, elle va de pair avec une technicité et qu'il faut revoir justement ces clichés autour de l'homme fort et qui hurle dans sa plaidoirie ou qui assène des propos avec force, parce que y a d'autres manières d'être éloquent qui n'est pas forcément cette manière qu'on a dans l'imaginaire collectif. Ok. Bon, c'est plutôt bon signe de toute façon pour la profession. On a quand même plus d'avocates maintenant que d'avocats. Et je pose la question parce que le pénal est bien différent des autres droits, mais on voit que tout passe de plus en plus par l'écrit sur beaucoup de matières, et que finalement la plaidoirie, c'est vraiment soit en dernier recours, et en fait tout est déjà préconçu. Le pénal, c'est encore différent, donc on arrive à garder cette importance de l'éloquence. Oui, après, bien évidemment, un bon avocat n'est pas simplement un avocat qui plaide. Un avocat qui sait bien plaider, mais qui a aucune technicité derrière et qui ne sait pas rédiger, à mon sens, il est quand même très limité dans sa pratique. Donc, en effet, il y a cette dimension technique, c'est savoir rédiger, savoir trouver des axes de défense. C'est le cœur de l'avocat. Qu'est-ce que l'IA, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'utilisez au cabinet ou toi dans ta pratique perso, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça vous bouleverse votre quotidien à date ? Écoute, pour l'instant, on l'a pas ressenti tant que ça.
Après, en effet, je découvre, par exemple, par le biais de doctrines, où on a possibilité de poser des questions sur un moteur de recherche et l'IA, spontanément, va nous trouver des jurisprudences. Moi, je pense qu'il faut plus voir l'IA comme un soutien, un appui, et non pas comme quelque chose qui va nous remplacer, cette grande phobie collective, on va tous disparaître et l'IA va prendre le contrôle. Non, à mon sens, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, en effet, de temps en temps, on peut perdre des heures sur un point extrêmement précis, une jurisprudence qu'on ne parvient pas à trouver, et on s'est épuisé pour la trouver. Et si l'IA peut venir au soutien de nos écritures pour trouver ce point litigieux, grand bien face à l'IA. Donc oui, je peux entendre des inquiétudes, mais moi j'ai plutôt tendance à le voir comme un appui. Ok, ouais, vous avez réussi à prendre le pli un peu de l'utiliser, de toute façon... Peut-être pas le pli encore, mais du moins on le voit de manière positive. On commence doucement. Bon, vous êtes loin d'être les seuls à pas être encore à 100% dedans, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a des marges de progression importantes. C'est un peu la question d'entretien d'embauche angoissante, mais quand même, je me dois de la poser. Comment tu te projettes, tu vois, à 1 an, 5 ans, 50 ans, la carrière parfaite que toi, tu ambitionnes pour ta vie d'avocate? Alors, moi, j'ai un peu ce leitmotiv qui est de me dire, on ne sait pas forcément ce qui va arriver demain. Et je sais que tu attendrais une réponse où je te donne en effet une chronologie parfaite, tu vois. Mais par exemple, là, quand j'étais à l'école du barreau, je suis partie au parquet pendant 6 mois sur l'île de la Réunion. Mais jamais j'aurais pu prévoir 5 ans au préalable que je serais au parquet pour travailler des dossiers tout en étant sur une île à des milliers de kilomètres de là où j'ai grandi. Donc je pense que il faut aussi laisser place à... il faut laisser aussi les choses venir. Parfois, il y a des dossiers qui viennent et puis on en découvre d'autres. Donc, moi, à terme, je vois en effet pratiquer le pénal des affaires. Est-ce que ce serait en étant associé dans un cabinet ou en montant ma propre structure? Je ne le sais pas encore. Là, après, à très court terme, en effet, je veux me donner à fond dans les dossiers du cabinet tout en développant cette clientèle perso qui me correspond le plus possible. Ok, mais donc que ce soit en individuel, enfin en tout cas ton cabinet propre ou associé, je vais pas dire long terme parce que 50 ans c'est un peu trop long, mais à moyen terme c'est quand même de t'émanciper. De toute façon en pénal on le voit beaucoup, c'est quand même beaucoup plus la norme. Est-ce que tu dis, t'arrives au moins à projeter à te dire à quel moment, pas en termes de délai, mais peut-être le point de bascule de te dire ok là il faudra que je quitte une collaboration, c'est quand tu auras plus en chiffres de dossiers perso que ce que ta rémunération te rapporte, ou en termes de temps passé. Est-ce que tu sais un peu te dire ça, te dire ok là je vais faire juste attention à ce signal, à ce critère là, et ça sera un peu le point de bascule? Moi, je pense que le point de bascule serait surtout le sentiment d'insatisfaction. Peut-être à un moment, si un jour, et peut-être pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des dossiers et que j'ai besoin d'autre chose et que là, ce sera, à mon sens, le vrai signal. Après, en effet, il y a cette composante financière qu'il faut en effet prendre en considération. Mais je pense que c'est plus une histoire de sentiment. Comment on se sent dans ce cabinet à ce moment-là? Est-ce qu'on a envie d'autre chose? Ce sera ça mon principal critère. Ok, hyper clair. Là, avec l'année et demie de recul que tu as, je reboucle sur ce que tu disais au début. Tu disais que tu avais envie de devenir avocate, notamment par tes racines familiales, perso, tout ce qu'il y a autour de toi. Est-ce que ça satisfait ce que tu projetais, justement, sur le fait de devenir avocate? Est-ce que avoir eu accès... à du pénal, mais qui n'est pas uniquement du pénal sur des sujets qui rapportent à ta famille, te fait dire ok, je suis à la bonne place, et s'il me manque un petit truc, sur quoi je vais aller un petit peu le développer demain? Ah oui, je pense que le fait de devenir avocate m'a permis d'être en adéquation avec moi-même. En effet, c'était quelque chose que je projetais depuis tellement longtemps. Après, il y a quelque chose que j'aimerais développer aussi. Il y a des causes qui me tiennent à cœur, et je pense que l'avocature peut me permettre d'avoir une influence sur ces causes. Bon, c'est des choses d'ordre personnel, mais je me laisse le temps, en effet, de pouvoir évoluer et de pouvoir éventuellement adresser ces problématiques qui me sont chères. Sans rentrer dans le détail, en utilisant ta casquette d'avocat? Évidemment, oui, tout à fait. Ok, on garde ça, on verra plus tard pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui seront restés jusqu'au bout du podcast,
moi je te connais depuis très 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 longtemps, que le fait de devenir avocat c'était plus qu'une vocation, c'était une évidence, ça se voyait, ça se ressentait, et que coûte, et même si t'avais pas pu réussir par une voie classique, t'aurais pété la porte d'entrée, la fenêtre, pour le devenir. Et pour toi, être avocat, c'était avant tout être avocat pénaliste, et tu l'envisageais pas autrement. Et donc moi je te vois à ta place, et c'est hyper agréable, et ça démystifie aussi ce côté pénal, comme tu disais, homme, grosse voix, etc. Et moi, ça m'a toujours fasciné quand tu me disais que tu allais dans des prisons, etc. Et on se disait, bon, il y a la place aussi pour les... dans les prisons. Merci beaucoup d'avoir livré tout ça avec plein d'honnêteté. Merci de m'avoir reçu, vraiment c'était un très agréable moment. Et bravo à toi pour tout ce que tu fais avec Neria. Merci beaucoup. On va suivre la suite de la carrière. On va voir comment elle sera projetée sans mettre de délai dessus. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!